Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous accueillir ici pour cette conférence qui s'intitule Prendre en compte les besoins des animaux utilisés à des fins scientifiques pour une recherche plus en phase avec les attentes sociétales, qui va être donnée par Odile Petit. Donc juste cette conférence est organisée par un laboratoire junior tout neuf de l'ENS, le laboratoire RAT, donc RAT pour recherche animalière transdisciplinaire et transséculaire. Et ce labo s'est donné pour mission de s'interroger sur la question de l'animal et nos représentations traditionnelles de l'animalité. Donc les thèmes abordés par le laboratoire sont fondamentalement transdisciplinaires puisque le laboratoire est riche de personnes d'horizons très variés. Donc, par exemple, on a Perrine qui est ici, qui a co-organisé la conférence, qui est doctorante en sciences du langage à la Sorbonne. Et moi, je suis Eléa, je suis en deuxième année de master, affiliée au département de biologie de l'ENS de Lyon. Et nous avons aussi des étudiants et des doctorants de géologie, de géographie, de philosophie, de lettres modernes, d'informatique. Et on est toujours ouvert à de nouveaux venus et à de nouvelles rencontres. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours venir nous voir. Donc cette conférence, en plus de donner des informations de parler de la place de l'animal dans les laboratoires, cette conférence va aussi donner des éléments essentiels pour comprendre la prise en compte du bien-être animal dans les labos, et notamment éléments essentiels pour les étudiants en biologie, pour leur recherche future et aussi pour la poursuite de leurs études. Donc cette conférence, comme je dis, va être donnée par Odile Petit, qui est directrice de recherche au CNRS, qui a commencé par, qui étudie le comportement des animaux, des groupes d'animaux, et qui a commencé par le comportement d'agression et de réconciliation, ensuite de la tolérance sociale, et puis maintenant, voilà, ça fait 10 ans qu'elle étudie les origines du leadership. Donc, Odile Petit, on s'est rencontrés pendant mon premier stage de L3, puisque ça a été ma maître de stage. Donc, rencontrés, si on peut dire ça, parce que c'était par visioconférence, puisque l'intégralité des 6 semaines de stage se sont déroulées à distance. Mais bon, dès que j'ai pu monter à Strasbourg pour la rencontrer en personne. Et je dois dire que cette rencontre a été et est toujours un moteur essentiel pour mon évolution, tant Odile est enrichissante et inspirante. Donc je suis très heureuse de vous la faire rencontrer aujourd'hui. Et parce que finalement, à chacune de nos conversations, elle m'a toujours montré qu'on pouvait se battre pour les causes qui nous tiennent à cœur, que ce soit via la recherche ou par des activités annexes. Et donc je ne listerai pas les activités annexes d'Odile Petit aujourd'hui parce que je serai encore là demain matin. Mais notons tout de même qu'elle est présidente de l'association Éthosphère. Éthosphère qui est une association qui a pour but de promouvoir la réhabilitation et la resociabilisation des animaux pour leur bien-être. Et elle s'occupe notamment d'animaux utilisés à des fins d'expérimentation scientifique. Donc je te laisserai ensuite compléter ton lien avec l'expérimentation animale puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, je voulais te dire qu'on est vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui à l'ENS de Lyon. Merci beaucoup, Eléa. Je suis ravie d'être ici parce que ça fait longtemps que je souhaitais présenter mes réflexions sur ce lien entre les attentes sociétales et la recherche expérimentale à des étudiants parce que vous êtes les futurs chercheurs de demain et les citoyens de demain. Et je pensais qu'il fallait un petit peu présenter les bases, que vous sachiez où vous allez, comment on peut y aller, comment on peut y aller avec les bons outils, les bonnes réflexions. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, on peut en débattre. Mais pour prendre directement des bonnes habitudes et pour ne pas reproduire certaines pratiques qu'il peut y avoir dans les laboratoires, principalement dues à de la méconnaissance ou à une culture qui passe de personne en personne. Et vraiment, je pense que c'est vraiment important de commencer. Donc, je suis très contente d'être devant vous. Et si jamais, et j'espère que les discussions seront enrichissantes parce que peut-être que je ne connais pas toutes vos attentes ou toutes vos interrogations et je me ferai un plaisir d'y répondre après. Ma conférence, elle était prête dimanche dernier et puis je reviens d'un colloque à Marseille sur les sciences et techniques de l'animal de laboratoire. Et résultat, j'ai rajouté plein de choses aujourd'hui, donc j'espère que je ne vais pas trop dépasser. Mais je trouvais que c'était intéressant, les échanges qu'il y a pu y avoir. J'ai vu une vraie évolution sur vraiment des gens qui sont vraiment au cœur de la recherche expérimentale et qui sont en train d'évoluer, clairement. On voit que ça infléchit dans la direction de plus de respect de l'animal au milieu des recherches. Donc je trouve que c'était vraiment intéressant d'intégrer ça. Donc voilà, ce titre-là, on l'a élaboré ensemble, Perrine, Eléa et moi, pour qu'il soit le plus attractif possible et qu'il représente au mieux ce que j'allais présenter. Bon, je me tais, j'y vais. Enfin, je me tais pas, mais... La présentation, elle est dans le cadre d'un débat entre la science et la société.
Elle concerne l'expérimentation animale sur l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Et l'expérimentation animale, elle subit une double pression de la part de la société. D'un côté, c'est faire des progrès pour la santé humaine, la santé animale aussi, avec la recherche vétérinaire et la protection de l'environnement. Et d'un autre côté, il y a quelque chose un petit peu schizophrénique qui est protéger les animaux. Ça veut dire que les personnes, même si elles protègent les animaux, elles vont quand même être très émues par exemple, les collectes du Téléthon. Ça va faire des audiences incroyables. Il va y avoir plein de clubs sportifs ou de performances qui vont être associés. Bon, c'est quand même pour soutenir la recherche. Et pour revivre normalement, tout le monde est d'accord que ouais, super, il faut qu'il y ait un vaccin vite. Le vaccin, il n'a pas été élaboré que sur des cellules et que testé sur l'humain. Entre-temps, il y a eu des animaux. Donc ça, c'est la difficulté de cette double injonction. En fait, ça se résume à cette phrase-là que j'ai vue dans un talk hier et que j'ai trouvé qui résumait bien le problème. La recherche, c'est bien, mais la recherche sur les animaux, c'est mal. Donc après, comment on va faire avec ça, nous qui sommes des chercheurs en expérimentation animale? Donc, la première question que je vais aborder, c'est cette injonction à protéger les animaux. Donc, je vais vous donner le cadre qu'on a en expérimentation animale, puisqu'on est sur des animaux qui sont élevés, ou en tout cas hébergés. Donc, il y a des grandes... en tout cas, il y a les 5 libertés qui ont été définies par le Farm Animal Welfare Council, qui ont été repris par l'Organisation mondiale de la santé animale, qui sont reconnus par tout le monde. Donc, ne pas souffrir de faim et soif, ne pas avoir à souffrir d'une contrainte physique, bien sûr, être en bonne santé, mais un point très important, avoir la liberté d'exprimer des comportements normaux, et donc des contacts avec des animaux si jamais on est une espèce sociale, et être protégé de la peur et de la détresse. Dans ce contexte, en 2012, il y a eu la déclaration de Cambridge, avec plusieurs chercheurs qui se sont regroupés et qui ont essayé d'expliquer qu'il y avait des similitudes entre les animaux, tous les animaux, ou quasiment tous les animaux et les êtres humains, et que les animaux étaient capables d'éprouver des états affectifs. Et même si les substrats ne sont pas exactement les mêmes, en tout cas, il y a tout un faisceau de connaissances qui nous disent qu'ils sont capables d'avoir des états conscients et qu'ils vont pouvoir avoir une intentionnalité, enfin en tout cas associer leur comportement avec une intentionnalité. Donc ça veut dire que si ces substrats neurologiques de la conscience existent, ça veut dire que plein d'animaux non humains vont posséder ces substrats neurologiques. Donc, suite à cette déclaration de Cambridge, qui avait fait pas mal de bruit, l'INRA, qui maintenant est l'INRAE, avait commandité une synthèse scientifique. Ça arrive souvent que l'INRAE se saisisse d'un sujet comme ça, et donc elle nomme un groupe d'experts qui va faire une synthèse de ce qui est connu. Donc il y avait eu une première synthèse, une expertise qui avait été menée sur tout ce qui était douleur animale en élevage, puisque je vous rappelle, l'INRAE, c'est l'institut qui va se préoccuper de l'élevage pour améliorer soit la production, mais aussi le bien-être des animaux, mais aussi le bien-être des éleveurs. Donc, l'idée était de voir ce qui avait été fait en recherche, en tout cas toutes les études qui pouvaient aller dans le sens de preuves que les animaux pouvaient avoir une conscience. Et ce que ça a amené en conclusion, ça a été que, pas en conclusion, mais la question c'était, est-ce qu'il va y avoir des formes de conscience équivalentes à celles de l'humain, sans être forcément identiques, pour justement se poser la question de la conscience animale. Donc, la conscience chez l'humain, c'est l'expérience subjective qu'on va avoir de notre environnement, de notre corps et de ce qu'on connaît. Ça, c'est la métacognition. Donc, ça va regrouper plusieurs domaines. Donc, bien évidemment, les émotions. Et ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler. La métacognition, je sais que je sais. La gestion du passé, donc la mémoire, mais l'anticipation du futur. Tout ce qui est comportement social et la relation entre l'humain et l'animal. Donc, tous les processus liés à la conscience, en fin de compte, ils ne sont pas juste une somme de compétences, c'est une réponse plus complexe qui combine
toutes ces réponses individuelles, des systèmes distincts qui les sous-tendent, et pas juste l'addition. Ce n'est pas une simple combinaison, c'est vraiment quelque chose d'une complexité qui est créée. Donc, bien évidemment, tous les animaux ne vont pas avoir le même degré de conscience. On parle de contenu faible avec moins de structure cérébrale impliquée et donc un niveau de complexité moindre. Alors, bien évidemment, ça va se traduire quand on teste les animaux avec des capacités d'apprentissage plus limitées et des contenus élevés qui vont à ce moment-là mettre en jeu des processus intégratifs complexes. Et donc, on va avoir de la prise de décision qui est très complexe et avec des apprentissages qui peuvent être très perfectionnés. Donc, on a probablement derrière une conscience de l'action et des apprentissages que l'animal est en train de réaliser. Ça implique immédiatement le fait que les animaux aient une conscience, une dimension éthique. C'est-à-dire que de nombreux animaux, alors je cite ici les primates, les corvidés, les rongeurs, mais ça veut dire que ça englobe énormément d'espèces, vont avoir des désirs, des objectifs, que ce soit avec ce qu'ils ont eu dans le passé, mais aussi ce qu'ils projettent dans l'avenir, et surtout, ils peuvent être affectés négativement par les expériences aversives qu'ils peuvent subir. Donc, quand on va du côté philosophique, en éthique animale, on va parler de sensibilité, et la sensibilité, c'est expérimenter la souffrance et le plaisir. Et si on peut expérimenter la souffrance et le plaisir, ça veut dire que derrière, immédiatement, on va se poser la question du statut moral de l'animal. Ça va directement venir avec. Donc, la conclusion de la synthèse menée par les collègues qui ont mené la synthèse INRAE, c'est que les différents niveaux et contenus de la conscience qu'on a pu répertorier chez les animaux vont entraîner une considération éthique qui va être proportionnée à ces compétences qu'on a reconnues. Et donc, ça va recouvrir bien plus que les animaux uniquement utilisés en recherche, mais les animaux qui sont utilisés dans l'agriculture, donc l'élevage, le travail, j'en parlerai tout à la fin, le sport, avec l'équitation ou les compétitions avec certaines espèces, mais aussi, ça va impacter la considération qu'on va avoir de nos animaux domestiques. Donc, dans ce contexte, en ce qui concerne la recherche expérimentale, moi, mon idée, c'est que les chercheurs, ils doivent assumer leurs responsabilités, anticiper cette évolution des mentalités, les attentes sociétales, avoir toujours la volonté d'améliorer les pratiques tout au long de leur vie d'expérimentateur, et surtout, et ça c'est l'écho de la responsabilité, c'est ne pas attendre que les changements soient imposés. Je vais vous parler des attentes sociétales parce qu'elles sont très importantes pour prendre conscience de la pression que subit la recherche expérimentale, mais pour moi, c'est un moteur aussi d'amélioration. Donc, les démarches citoyennes sont de plus en plus nombreuses. Je vais vous donner quelques exemples derrière. Ces dernières années, depuis 10 ans à peu près, ce qui change, c'est qu'il y a des personnalités qui s'impliquent. Et on a aussi des nouveaux médias. Et donc, quelque part, on a un emballement de cette cause, en tout cas des défenseurs de cette cause, qui a pris une ampleur qui n'était pas celle-là avant 2010. Comme il y a des retombées médiatiques, bien évidemment, le politique va s'en emparer, parce que bon, c'est toujours utile, et on va même jusqu'à une évolution du législatif et du juridique avec l'émergence du droit animalier. Alors, je ne suis pas remontée avant 2012-2013, mais ça a commencé par une pétition pour une évolution du régime juridique de l'animal, qui reconnaîtrait sa nature d'être sensible. Attention, dans le code rural, l'animal est reconnu comme un être sensible depuis les années 70. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'était une histoire de code civil. Ça avait aussi un lien avec, dans les divorces, la séparation et qui gardait l'animal de compagnie. Donc, il y a eu plusieurs manifestes, plusieurs papiers qui sont sortis, avec Peter Singer, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la révolution animale dans les années 70, qui est très connu pour ça. Donc, il y a plusieurs livres qui sont sortis. Et puis, en plus des livres, ont commencé à se dérouler des conférences avec donc le moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui est un ex-chercheur,
avec Boris Cyrulnik, Coppens, donc des gens qui étaient encore en exercice, en tout cas pour Coppens, qui est au muséum, hein, et aussi et ben donc avec Peter Singer qui revenait. Donc voilà. Et donc c'était qu'est-ce qu'on fait de l'animal, comment on le reconsidère dans nos sociétés modernes. Il y a d'autres actions qui sont plus, comment dire, enfin qui sont sur le même système hein, de pétition, mais qui visaient plus directement encore l'expérimentation animale. C'est une initiative européenne avec une pétition qui s'appelait Stop Vivisection, on n'a pas de doute sur l'objectif. Et donc, clairement, donc, là, il parle de la dernière directive européenne qui régule l'expérimentation animale. Et le propos de cette pétition, c'est tout bonnement l'interdiction de l'expérimentation animale. Bon, c'est quand même une pétition qui a obtenu 1,1 million de signatures. Ce n'est pas du tout négligeable. Parce que ça veut dire que ça touche la Commission et que la Commission européenne, sa conclusion par rapport, enfin, quand elle a reçu la pétition, c'est oui, on est d'accord, l'expérimentation animale, elle doit être supprimée, mais bon, pas comme ça. Et vous allez voir, depuis 2015, ça a beaucoup évolué parce qu'il y a un vote qui vient d'être fait là, par le Parlement, et vous allez voir, ça fait son chemin, cette direction, cette volonté d'arrêter l'expérimentation animale. Alors après, vous avez des choses aussi dans la presse avec soit des vidéos, soit des articles où l'expérimentation animale est clairement dénoncée. Vous avez Animal Testing qui a le même système que L214 et donc qui introduit des gens et des caméras dans les laboratoires et où vous avez la dénonciation de faits, mais qu'ils n'inventent pas, c'est la réalité. Il y a des abus, il y a des choses qui sont mal faites, ben c'est filmé, et par des gens généralement qui se font embaucher comme techniciens ou des étudiants. Et après, ben, ça sort sur le web, et donc voilà, on se retrouve avec des vidéos comme ça. Donc c'est la réalité, il y a un laboratoire qui a été visé comme ça. Ça leur a donné en fait, au lieu de se refermer sur eux-mêmes, bah, ils ont dit « Ok, on va s'emparer du truc et on ne veut plus jamais que ça arrive chez nous ». Et donc, ils ont fait un vrai travail d'amélioration des pratiques. Donc, cette pression sociétale, elle n'est pas que destructrice par rapport à l'image ou à l'objectif de la recherche expérimentale. En fait, elle peut être moteur sur une amélioration des pratiques. Bon, après, le problème, c'est comment ça se fait. Ça peut être très traumatisant, je vais en reparler plus tard. Donc après, à chaque fois que vous avez un truc comme ça, alors là, vous avez pléthore d'articles, ça sort de partout, tout le monde fait des dossiers, etc. Et que ce soit sur des primates, mais après on reparle des souris, etc. Et derrière, immédiatement, ressort la thématique des alternatives à l'expérimentation animale et avec des modèles qui pourraient éviter ça. Après, vous avez aussi des associations qui régulièrement font pas forcément alors si, il peut y avoir des happenings ou des manifs, mais bon, qui clairement sur leur site et par leurs adhérents font des campagnes sur les animaux. Et donc, il n'y a pas que les animaux de la recherche, hein. Il y a aussi les animaux d'élevage, mais il y a aussi, par exemple, les animaux utilisés en TP de biologie. Donc, c'est très très large, hein. C'est tous les animaux qui vont être utilisés en biologie. Et vous avez, par exemple, une journée mondiale des animaux dans les laboratoires. Très franchement, cette journée, elle avait très peu d'écho il y a quelques années. Et là, maintenant, cette année, on en a entendu parler, ça sortait dans tous les coins. Donc, c'est vraiment, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent à cette demande d'arrêter l'expérimentation animale. Quelque chose qui a eu beaucoup de succès, c'est le référendum pour les animaux qui ont été lancés par Hugo Clément, parce que Hugo Clément a une audience sur les réseaux sociaux qui est énorme. Et donc, il a organisé un référendum pour les animaux avec 6 mesures fortes pour le bien-être animal. Dans ces mesures, bien évidemment, il y a, en dernière mesure, l'arrêt de l'expérimentation animale. Le reste, c'est les élevages, la fourrure, la castration du porc, je pense, non, élevage intensif, chasse à courre et les zoos. Et donc, il y a l'expérimentation animale. Et donc, la Fondation Brigitte Bardot, en même temps, a fait un sondage, a commandé un sondage, et dans ce sondage, 70% des Français interrogés se disent favorables à ce que les pouvoirs publics s'engagent à financer le développement de méthodes substitutives à l'expérimentation animale. Et donc 73% sont favorables à une interdiction dans les 10 ans. 10 ans, hein, c'est demain, 10 ans.
Donc, ce genre d'initiative peut vraiment inquiéter la recherche expérimentale, et d'autant que, et ça c'est assez rare, en environnement, toutes les associations de protection de l'environnement se sont rassemblées dans la FNE, la Fédération nationale de l'environnement, et ce n'était pas le cas pour les associations de protection de la nature. Et à l'occasion du référendum, toutes les associations de protection de la nature se sont fédérées. Donc maintenant, on a une fédération. Et donc, ça, qui dit fédération dit beaucoup de moyens et beaucoup de coordination. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va changer dans le rapport de force. Moi, je préférerais dans le rapport d'échange, hein, ce serait quand même mieux. Je vous reparlerai du Graal après, mais le Graal a mis en ligne une pétition dans la mouvance du référendum. Bien évidemment, ils soutiennent le référendum puisqu'ils font partie de la fédération. Donc c'est une association qui œuvre pour la réhabilitation des animaux en fin de protocole expérimental, qui discute avec les laboratoires. Et puis d'un coup, ils ont décidé de dire on ne va plus euthaniser les animaux en fin de protocole expérimental. Objectif euthanasie zéro. Voilà. Et donc ça a bien marché, parce qu'en fait, ils ont vraiment réussi à avoir beaucoup de signataires. Et il y a autre chose qui sort généralement, régulièrement, c'est les tribunes, avec les pros, les contre. Alors les contre, qui dénoncent les méthodes, qui disent qu'il y a des méthodes alternatives, etc. Et, tout. Et les pour, généralement, on prend quelques prix Nobel, et on dit, ben voilà, faites une tribune. Et là, très franchement, moi, ça me scandalise à chaque fois. Dans ces tribunes, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui disent « Alors vous, le bas peuple, vous comprenez rien. Laissez-nous faire. On sait c'est pour votre bien. Si on le fait, c'est pour votre bien. » Mais ça, c'est pas possible de tenir un discours pareil. Les gens sont intelligents et on ne peut pas tenir un discours où, en fait, on gomme les cerveaux des gens et on leur dit « Non, mais c'est pas grave. Nous, on sait. » Non. Il n'y a pas les sachants d'un côté et les ignares de l'autre. C'est faux. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment contre-productif quand des tribunes comme ça sortent. En tout cas, moi, ça me scandalise à chaque fois que je les lis, et c'est des collègues, et je ne peux pas soutenir un discours comme ça. Et je pense que ça fait vraiment beaucoup de mal, parce que derrière, les gens qui sont convaincus d'arrêter l'expérimentation animale, mais ça va leur passer, mais bien au-dessus. Et donc, en fin de compte, ça sera vraiment... En fait, ça, à mon avis, ça nous discrédite. Donc voilà, donc c'est vraiment ces histoires de tribunes, moi, je n'aime pas trop. Alors, quand vous êtes à ces questions de défendre la cause animale, de la place de l'animal, etc., vous allez glisser maintenant vers les droits des animaux. C'est quelque chose qui vraiment a évolué ces dernières années. Et donc, vous commencez à avoir le parallèle entre l'homme, l'animal. L'animal est une personne. On commence à avoir le mot personne qui sort. Vous avez des cycles et un bouquin qui sont sortis. C'est Carinou Matignon qui a monté ça et qui a... poser ces questions, ça c'est toutes les questions qui agitent la société actuellement. Qu'est-ce qu'un animal? L'animal une personne, la sensibilité de l'animal, la question des animaux sauvages qui revient régulièrement aussi, bien évidemment le bien-être. On passe de l'éthique au droit, le droit animalier, et derrière la protection animale, la question animale dans l'enseignement, tous les thèmes y sont, le politique, et donc un nouveau pacte, c'est-à-dire comment on fait par rapport à toutes ces attentes sociétales pour vivre ensemble et pour faire du commun. Vous avez la LFDA, la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, qui organise annuellement des colloques. Et donc, régulièrement, il y a cette question des droits et de la personnalité juridique de l'animal. D'autres fois, c'est la souffrance de l'animal. Et tous les ans, il y a des gens qui viennent faire des conférences sur ces thématiques-là. Tous les ans, hein, donc voilà. Et revient l'histoire des droits fondamentaux des animaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce selfie fait par un macaque nigra à Sulawesi qui avait pris l'appareil photo, et c'est à qui appartient la photo? Ben, en fait, elle appartient au macaque nigra. Donc il n'y a pas le droit à l'image, on ne peut pas utiliser la photo puisqu'on ne sait pas qui est le propriétaire. Ça revient à peu près à ce débat-là, hein, on en était là. Et si les animaux obtiennent des droits fondamentaux, ok, mais du coup, ils vont être aussi responsables. Qui va les défendre? Donc, par exemple, sur les grands singes, c'est vraiment des questions qui se posent. Si jamais on donne que le chimpanzé devient citoyen comme les autres, si jamais il commet des dommages, à ce moment-là, il va être responsable, il va falloir pouvoir le défendre. Donc voilà, donc ça crée des débats sur comment on s'organise si jamais on donne ce statut à l'animal. Donc, c'est-à-dire, en fait, si on leur donne le statut de personne animale à côté des personnes physiques et morales. Et 30 millions d'amis a lancé a lancé un gros projet où ils ont recensé dans les différents codes civils, ruraux, etc., tous les articles de loi
qui traitaient de l'animal, et ils en ont fait un code de l'animal. Donc, ce n'est pas des nouveaux articles, mais c'est la synthèse qui permet à toute personne qui s'intéresse à l'animal et à ses droits de trouver toute la loi, toute la législation. Et il y a un article de Savoir Animal, qui est un magazine des animaux, qui fait des synthèses à peu près de ce qui se fait dans le domaine, et qui a parlé du droit animalier, puisque Jean-Pierre Marguenot est le père fondateur du droit animalier en France, et qu'il y a des formations qui sont en train de se monter sur le droit animalier, parce qu'il y a de plus en plus d'avocats qui s'impliquent dans cette discipline, et plein d'avocats qui s'impliquent aussi dans la cause animale. Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont être bénévoles, qui vont défendre les droits des animaux. Parce que les actions, si jamais on en fait, ça coûte de l'argent. Si jamais les avocats décident de défendre la cause animale, c'est des choses qui vont coûter moins cher, et donc les actions vont se multiplier. Donc ce n'est pas négligeable qu'on arrive vers du droit animalier. Alors, toujours pareil, droit, législation, et on va vers la politique. Donc, je vais un peu vous donner la position des partis politiques, et au niveau national et au niveau européen. Le référendum pour les animaux, il y a 144 parlementaires qui l'ont signé. Je crois que je ne suis même pas allée voir les derniers, ça tombe, il y en a plus. Toute obédience. Hein. Vous avez eu aux élections municipales des électeurs du parti animaliste, et vous avez la candidate du parti animaliste qui... il y a Hélène Touy, est candidate à l'élection présidentielle pour le parti animaliste. Vous avez un site qui est très intéressant, qui est le site Politique et Animaux, qui est géré par L214, qui parle de cause animale et qui va tous les jours surveiller quelle personnalité politique a agi pour ou contre les animaux. Alors, vous avez tous les thèmes sur la viande, l'élevage, la chasse à courre, etc. Mais vous avez ces positions, alors justement, comme en fait on est en pleine campagne présidentielle, et il y a eu les régionales juste avant, et vous avez pas mal de personnalités politiques qui ont mis dans leur programme la fin de l'expérimentation animale. Donc, voilà. Donc vous avez des gens qui se présentent à l'élection présidentielle, et c'est clairement dans les programmes. Et par exemple, dans toutes les universités d'été des partis politiques, depuis 2 ou 3 ans, maintenant, vous avez des matinées entières consacrées aux droits des animaux, etc. Et ça, c'est complètement nouveau. C'était pas du tout comme ça. Et donc, il y avait je sais plus quel est... Là, ça doit être L214. En tout cas, il y a eu ce document qui était une région pour les animaux. Et en fait, on demandait à chaque candidat de signer ou pas sur les différentes propositions qui étaient faites. Et il y a pas mal de candidats qui ont signé, des pour et des contre. Et ça ne se limite pas à la France, puisque les eurodéputés aussi s'impliquent dans le débat pour ou contre l'expérimentation animale. Et l'autre thème qui revient, ça va être sur la formation des étudiants en sciences du vivant. Et là, alors qu'il y avait peut-être matière à progresser, eh bien, le gouvernement, lui, a fermé complètement la porte par rapport à réfléchir à des méthodes substitutives. Donc, voilà, et tout ça, c'est scruté. Et voilà, vous avez encore d'autres, etc. Donc voilà, donc il y a vraiment cette surveillance, mais ça veut dire que de l'autre côté, le politique, il pèse dans le débat, dans un sens ou dans l'autre. Et alors, je vous disais tout à l'heure que l'Europe, il y avait eu cette pétition avec 1,1 million de signatures en 2015. Et là, donc en 2021, ça s'est arrivé au mois de novembre, les députés du Parlement européen, sous la pression, probablement de lobby de la cause animale, ont décidé qu'il fallait qu'un plan d'action européen soit mis en place dans un délai assez court. Alors, la nuance, c'est que le délai n'a pas été quantifié, pour mettre fin à l'utilisation d'animaux dans la recherche et l'expérimentation. Alors, c'est un peu rébarbatif ce que je vous ai mis après, mais c'est parce qu'il y a 2-3 points que je voulais faire. Alors, ce qu'il y avait, c'est qu'il y a eu... les universités ont lancé un appel et ont écrit à tous les députés en disant « Ne signez pas ce texte, c'est pas possible, ne votez pas cette loi, ça va être une catastrophe, on n'est pas préparé, faisons ça autrement. » Ça n'a rien changé, tout le monde a signé. Et donc, c'est une écrasante majorité, hein, je ne sais plus combien il y en a, mais enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un plan d'étape, et donc, au bout, c'est arrêter. Donc ça a été voté, au mois de septembre, c'était le 16 septembre, novembre c'était la loi pour la maltraitance animale. Donc voilà, c'est vraiment, alors c'est décrit comme une démarche de progrès, d'innovation, puisqu'il n'y aura pas de recours aux animaux dans la recherche, les essais réglementaires et l'enseignement. Vous voyez, il y a vraiment tout.
tous les pans de la recherche. Alors, je vous ai extrait quelques petites mesures qui sont importantes. Donc, en fait, ils sont partis de l'histoire qu'on a pu arrêter l'utilisation d'animaux dans la recherche pour les cosmétiques et que ça n'a pas, en fait, déséquilibré le secteur. Bon, le raccourci est un petit peu facile là, quand même. Donc voilà. Mais bon, bref. Donc voilà. Donc c'est parti de là en disant mais si c'est possible. Donc l'idée c'est la suppression progressive avec des mesures de réduction, de raffinement, ça on le verra après, de remplacement. Mais donc l'idée c'est qu'il n'y ait plus d'animaux vivants. Et donc, ils veulent un calendrier, une liste d'étapes claire et ambitieux. Alors bon, là, on n'y est pas encore. Je ne sais pas quand est-ce que ça passe. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Et donc, on revient ici sur si jamais il n'y a pas de méthode substitutive alternative, à ce moment-là, on remet au centre des conditions optimales qui réduisent la douleur, l'angoisse, la souffrance des animaux et protègent leur bien-être dans toute la mesure possible. Très franchement, ça ne sert à rien, c'est déjà la loi. Donc franchement, c'est juste... Bon, le législateur, il aime bien en rajouter une couche qui ne coûte pas cher. Ça ramène toujours des électeurs. Et après, il y a un versant sur l'éducation et la formation qui est d'éduquer, donc de former et de reconvertir les scientifiques, les chercheurs, les techniciens pour l'utilisation de modèles avancés ne recourant pas aux animaux et le partage de bonnes pratiques. Mais donc dedans, il y a aussi la partie éduquer-formation où en fait on vise aussi les étudiants. Donc ça vous concerne aussi directement. Donc il y a vraiment là, c'est un signal fort, je pense, que le Parlement ait voté ça. Après, je ne sais pas le chemin et le temps que ça va prendre pour arriver à des dates, mais autant vous dire que ça a été panique dans les labos quand c'est sorti, avec des emails qui passaient partout. Bon, voilà. Moi, tant qu'il n'y a pas de date, voilà, l'Europe, ça peut mettre beaucoup de temps. Alors, dans ce contexte, avec cette pression sociétale, cette pression législative, comment la recherche expérimentale peut se transformer, évoluer, continuer en fait à produire de la connaissance pour la santé, etc., tout en gardant à l'esprit le bien-être animal, le respect de l'animal. Donc, je vais vous faire un petit topo de ce qui existe déjà, mais l'idée, après, c'est des suggestions, des propositions pour dépasser le seul cadre réglementaire, parce qu'on peut se contenter de rester dans le cadre réglementaire, mais si on est dans une démarche de progrès, et si jamais on veut répondre aux attentes des citoyens, pour anticiper, et leur expliquer que, oui, on œuvre pour l'animal, même dans un contexte de recherche expérimentale, il faut clairement dépasser ce cadre réglementaire. Alors, les obligations légales, donc ça démarre à peu près vraiment en 2010 avec la nouvelle directive européenne qui a été traduite dans le droit français en 2013. Et il y a plusieurs arrêtés. Et le truc très important, c'est l'évaluation éthique et l'autorisation de projet. Ça a mis quelques temps pour arriver. C'était en février 2015, c'est devenu obligatoire. Mais avant ça, on faisait déjà des autorisations et des évaluations de projets. C'est juste qu'elles n'étaient pas organisées comme elles l'ont été par la suite. Donc il y a une charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale qui a plusieurs points, qui porte bien sûr, le premier article, c'est le respect de l'animal. Le deuxième, très important, la responsabilité individuelle. Ok, on est dans un laboratoire, on est embauché par un institut scientifique, mais on a une responsabilité en tant qu'individu. La responsabilité des institutions est mentionnée également. Un point important sur la compétence et aussi sur la formation. Et la démarche éthique avec les comités d'éthique. Donc, pour les comités d'éthique, donc il y a le GIRCOR et le GRIS qui ont géré. Donc GIRCOR, c'est un regroupement de quasiment tous les laboratoires en France qui ont édicté des règles communes pour l'organisation et le fonctionnement des comités d'éthique en expérimentation animale. Donc les comités d'éthique, ils sont apparus dans les années 90. Ils étaient enregistrés au ministère depuis 2008. C'est sur la base du volontariat. Donc maintenant, ils suivent les principes de la Charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale. Et clairement, ils doivent être compétents, c'est-à-dire avoir des personnes qui le composent, qui soient compétentes, qui soient là pour leurs compétences, transparents, c'est-à-dire qu'ils doivent rendre des avis publics, mais en ayant des évaluations de projets qui, elles, restent confidentielles. Ils doivent être indépendants, c'est-à-dire ne pas subir la pression des uns ou des autres, éventuellement de financeurs, et impartiaux. Voilà. C'est compliqué, parce que les gens qui composent les comités d'éthique sont des gens qui sont dans les laboratoires, mais franchement, ça fonctionne pas mal. Mais les gens qui sont dans les comités d'éthique, ils subissent des pressions et c'est pas facile pour eux.
Et c'est vraiment, et ça c'est un problème que je vais aborder aussi pour les SBEA derrière, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont volontaires, qui sont bénévoles, qui vont prendre sur leur temps de recherche pour faire fonctionner une obligation réglementaire et ils ne sont pas reconnus pour tel, c'est pas reconnu dans les carrières, enfin ça va commencer. En tout cas, c'est vraiment pour trouver des volontaires et motiver les gens, franchement, il n'y a pas les moyens derrière. Il y a des comités d'éthique qui fonctionnent, il n'y a même pas de secrétariat. Ça veut dire que le président ou la présidente fait tout seul. Ce n'est pas possible. Voilà, on peut décider de participer à l'évolution des mentalités, à la régulation des protocoles, etc. Mais à un moment, il faut un petit peu de quelque chose de rewarding derrière. Et ça, c'est vraiment pas le cas. Et ça, c'est pas normal. Et ça c'est un problème gouvernemental. C'est à la charge de nos ministères. Donc, comment fonctionne un comité d'éthique pour évaluer un projet, lui donner autorisation? Donc, ça part d'un seuil qui est, dans le procédure expérimentale, c'est le seuil de la douleur. Le seuil minimal, c'est l'équivalent d'une piqûre d'aiguille. Et à partir de là, si jamais vous dépassez le seuil de piqûre d'une aiguille, donc vous êtes dans un cas où vous devez demander un projet. Alors, tout ce qui est en dessous, en fait, c'est pas besoin. C'est ce qu'on appelle être hors champ. Donc, en fait, si jamais on envoie notre demande d'évaluation au ministère, on va nous répondre non, vous êtes hors champ. Par exemple, moi, je travaille sur les chevaux. Je fais de l'éthologie, les manips que je fais, ça n'a rien de différent par rapport à ce que font des éleveurs ou des gens, des gestionnaires de centres équestres. Donc je suis hors champ. Et dans le cadre de ce hors champ, je peux quand même demander un numéro d'autorisation expérimentée parce que j'en ai besoin pour publier, mais il n'est pas obligatoire. Voilà. Mais après, il y a tout ce qui dépasse. Donc, c'est, je vais lire là, ça je vais me tordre le cou. Donc, c'est les douleurs qui sont engendrées par l'expérimentation. Il y a aussi tout ce qui est dans le cadre de l'OGM, c'est extrêmement contrôlé. Il y a des histoires d'ablation de phalanges pour de la reconnaissance, il faut pouvoir le justifier. Et vous avez des méthodes d'euthanasie, et donc c'est voir comment vous êtes dans quelles exceptions. En tout cas, il va falloir le mettre. Les conditions d'hébergement, par exemple, si pour votre manip, vous hébergez un animal social de manière isolée, il faut pouvoir le justifier. Et en tout cas, si jamais vous avez des transformations des animaux dues en fait, aux procédures expérimentales. Donc tout ça demande de déposer une autorisation de projet. C'est une demande d'autorisation de projet, on appelle ça classiquement les DAP. Donc, vous avez un utilisateur, c'est la personne qui est en train de concevoir le projet et qui va demander l'autorisation expérimentée. Ça va passer par l'établissement utilisateur, vous êtes dans un labo, c'est lui, ou dans une unité expérimentale. C'est eux qui sont l'entité qui vont être récipiendaires. Vous avez le comité d'éthique qui va évaluer. Et c'est le ministère qui donne le comité l'évalue, mais c'est le numéro d'autorisation, il est donné par le ministère. Donc voilà. C'est juste que les établissements utilisateurs, c'est eux qui déposent. Parce qu'en fait, c'est pas chacun va aller déposer, il y a quelque chose de coordonné et de mis en commun. Donc voilà à peu près les étapes, avec le comité d'éthique qui se réunit généralement une fois par mois, ça dépend, le porteur de projet qui est en lien avec le ministère au bout du compte qui reçoit l'avis, vous avez le délégataire qui fait le lien avec tout ça. Et ces autorisations de projet, on va le voir après, en fait, elles sont surveillées par la structure bien-être animal. En tout cas, on ne peut pas expérimenter, la structure bien-être animal ne va pas autoriser une expérimentation dans un labo si vous n'avez pas votre numéro d'autorisation. Et par exemple, c'est quelque chose qui est demandé par les inspections vétérinaires, la Direction départementale de protection des personnes, par les DDPP, qui vont venir vérifier, faire des inspections. Et si jamais vous n'avez pas de numéro d'autorisation de projet, à ce moment-là, là, vous êtes en difficulté. Et donc, on est sous 2 tutelles. Ça, c'est toujours la joie. On est sous la tutelle du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et de l'autre côté, on est aussi inspecté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc voilà, ça ne rend pas les choses très simples. Donc, ce qui est important, et ça c'est quelque chose qui a été débattu hier, c'est que avec ces autorisations de projet, c'est en fait la surveillance de la société sur ce que fait le chercheur. Donc l'expérimentateur, il va agir au nom de la société. C'est ce qu'on appelle un contrat social d'action. Ça veut dire qu'il va accepter de réduire sa liberté d'expérimenter, c'est-à-dire que pour son protocole, il faudrait qu'il fasse ça et ça, mais non, il y a des règles à respecter. Donc, quand il formule sa demande d'autorisation de projet, il y a des choses qu'il va probablement devoir modifier, qui sont, en fin de compte, on demande l'acceptation du projet, le soutien de la société à son projet via le comité d'éthique. Et c'est une surveillance légitime du respect du contrat passé avec la société. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, OK, moi j'agis pour la société,
mais je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc j'accepte de me soumettre à cette autorisation. Et ça, c'est vraiment très très important. Ça, c'est ce que Frédéric Anini a présenté hier, et je trouvais ça intéressant parce que ce que ça fait comme problème, c'est que l'expérimentateur, en fin de compte, il a du mal à être respecté dans son métier, il est beaucoup décrié, et en fin de compte, quelque part, il y a comme une rupture aussi du contrat social là. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui lui est confiée, donc trouver des résultats, et de l'autre côté, c'est être extrêmement dévalué. Et c'est très compliqué, avec des gens dont vraiment ils souffrent de ça, ça fait une dissonance cognitive, et vous avez des chercheurs qui vont changer de voie. Surtout qu'il y a des actes qui ne sont pas forcément faciles à faire en expérimentation animale, mais par contre, moi je posais la question hier à des gens du ministère en disant oui mais d'accord, un chercheur peut changer de voie, mais un technicien il fait quoi? C'est quoi sa marge de manœuvre s'il ne veut plus faire ce boulot parce que c'est trop dur, parce qu'il n'a plus envie d'euthanasier ou parce qu'il n'a plus envie de subir la pression de la société? C'est très compliqué. Donc je pense que c'est important aussi de voir l'expérimentateur comme un humain qui peut être en souffrance. Parce qu'un humain qui souffre, ou il va vraiment être en empathie totale, et bon, à un moment, il va peut-être craquer, ou alors il va prendre de la distance, et on en parlait avec Eléa à midi, c'est comme l'éleveur qui prend de la distance par rapport aux animaux, si vous avez de la distance, il va y avoir de la maltraitance. Et donc, c'est vraiment pas du tout négligeable de prendre en compte l'expérimentateur et son état émotionnel. Alors, une autre structure qui vient en complément des comités d'éthique, qui a été créée plus tard, c'est la structure bien-être animal, qui doit être là pour conseiller au personnel. Si jamais il y a une modification mineure de projet pendant l'expérimentation, du coup c'est soumis, que ça n'a pas besoin de repartir au comité d'éthique, on n'a pas besoin de faire d'avenant, c'est la SBEA qui va traiter ça. Donc, ils sont censés veiller au bien-être animal dans la structure, donc que ce soit pour la partie procédure, mais aussi pour la partie hébergement. Et ils vont, ça c'est quelque chose qui serait bien, puissent participer, je vais vous parler après, de l'évaluation rétrospective des projets de recherche. Et ils sont aussi en première ligne quand il y a une inspection des établissements. Donc voilà. Là aussi, comme pour les comités d'éthique, et c'est pire encore, c'est que la SBEA, elle est constituée, alors, je n'ai pas révisé, mais il y a un vétérinaire référent, un technicien, un chercheur, ou ça doit être le minimum. Après, il peut y avoir d'autres personnes. Ces gens-là, ils sont dans le laboratoire. Ça veut dire qu'en gros, ils font la police dans l'animalerie. Mais c'est des collègues. Donc si jamais ils interdisent l'accès à l'animalerie parce que non, ton doctorant il ne va pas venir parce qu'il n'a pas son autorisation ou parce que etc. et tout, il y a le collègue qui va mettre la pression, mais non, on ne peut pas faire ça. Et après vous avez d'autres réunions de labo où vous avez des distributions de financement et vous pouvez avoir des règlements de compte. Donc en fait on expose des gens qui sont volontaires, on les épuise et on ne leur donne pas les moyens d'indépendance, etc. Ou alors de valorisation, au moins que dans leur CV, ça serve à quelque chose, que ça puisse compenser les publications, etc. Donc, une fois de plus, il y a une obligation réglementaire qui va dans le sens d'un respect du bien-être animal et tout, qui est hyper importante. Mais donnons les moyens aux personnes de mettre ça en œuvre. On fait toujours ça avec des économies de bouche-chandelle, ça n'est pas possible. Je veux dire, le système va exploser. Alors bon, je vais vous détailler un peu, je vais vous dire comment, en fin de compte, tous ces acteurs des comités d'éthique et des SBEA trouvent des solutions pour se soutenir. Donc voilà un petit peu dans le détail le conseil au personnel. Donc c'est par exemple quand vous êtes en train de rédiger une saisine, eh bien ça permet d'avoir cette vision du respect du bien-être animal, des points limites, etc. Donc il y a les modifications mineures du projet. Donc ça peut être par exemple des trucs idiots, mais quand vous avez enregistré dans votre demande d'autorisation de projet un certain anesthésique, si vous voulez en changer, vous êtes obligé d'avoir la SBEA qui vous le justifie, sinon vous ne pouvez pas le faire. C'est histoire de ne pas perdre de temps quand vous êtes en pleine manip. Donc clairement, ils sont en première ligne avec les vétérinaires de la DDPP, ça c'est hyper important. Et donc on va en parler après de l'évaluation rétrospective des projets de recherche. Maintenant, c'est obligatoire, c'est quand vous avez réalisé un projet de recherche, vous êtes censé revenir devant le comité d'éthique et dire comment s'est déroulé votre projet. Parce que par exemple, vous mettez un degré de sévérité dans votre autorisation de projet, mais il se peut qu'au moment où vous réalisez la manip, vous dépassiez ce niveau, ou que vous utilisiez plus ou moins d'animaux, etc. Et tout. Et donc tout ça, ça doit revenir au comité d'éthique parce que ça permet d'améliorer l'évaluation des prochaines saisines. Et aussi, ça vous permet, vous aussi, de faire un retour sur ce que vous avez fait, etc. Et donc, actuellement, alors là, j'ai mis que normalement, elle se remplisse par la SBEA, mais ce n'est pas très clair. Il y a des comités d'éthique qui n'ont pas envie que la SBEA intervienne. Donc voilà, alors que je pense quand même que si jamais il y a des gens qui sont sur le terrain toute la journée
et qui voient ce qui se passe et qui autorisent et qui interdisent des choses, c'est quand même les gens de la SBEA. Donc c'est un petit peu paradoxal de ne pas les impliquer dans l'évaluation rétrospective, puisqu'eux, ils vont avoir des faits objectifs qui sont censés consigner. Et donc voilà, je vous disais, c'est les interlocuteurs de la DDPP, mais ici, ils sont en première ligne dans l'inspection des établissements. Donc pour se soutenir, pour voir qui a les bonnes idées, qui fait comment, pour répondre aux collègues, comment s'organiser, eh bien les comités d'éthique se sont organisés en réseau, les SBEA aussi, c'est tout nouveau, hein, c'est vraiment tout récent, et ils ont aussi mis toute cette expertise en commun. Alors, ils sont soutenus par 3 associations professionnelles qui sont l'AFSTAL, le congrès où j'étais hier, donc c'est l'Association française des sciences et techniques de l'animal de laboratoire, le GIRCOR, je vous disais, qui regroupe des laboratoires, et l'OPAL, dont j'ai oublié, je suis désolée. Bon, voilà, c'est l'animal de laboratoire, c'est l'observatoire pour la... je sais plus, bon, bref. Je pourrais vous retrouver ça. Et donc, ils ont fait un site web et on a dedans vraiment beaucoup de documents, d'analyses, de réflexions, des pistes, etc. Et ça va être enrichi au fur et à mesure. Et donc ça, je pense que c'est très bien. Et moi, j'ai assisté à une des premières réunions du réseau SBEA et les questions étaient juste du fonctionnement au quotidien. Donc, c'était vraiment impressionnant de voir à quel point les gens pouvaient être démunis. Et donc ça, j'ai vraiment... Et moi, j'ai vu des SBEA où ça tourne, quoi. C'est jamais les mêmes, ça change et les gens sont hyper enthousiastes et puis finalement, voilà, il y a conflit, ils perdent, voilà. Puis bon, voilà, on se retrouve quand même avec, si jamais on n'obtient pas gain de cause, on sait qu'en fin de compte, c'est négatif pour le bien-être de l'animal et donc les missions qu'on a accepté d'assumer. Donc l'appréciation rétrospective, alors il y a des documents qui commencent à sortir, ça apparemment ils vont adopter un document commun comme pour l'autorisation de projet qui fait que tout le monde va pouvoir avoir le même rendu et donc on va pouvoir avoir des stats là-dessus qui sont, voilà, quel est le bilan du projet, est-ce que vous avez appliqué les 3 R dont je vais vous parler après, qui sont remplacement, réduction, raffinement. Et est-ce que vous étiez à votre degré de sévérité imaginé ou est-ce que votre animal, vous avez l'impression qu'en fait le degré de sévérité est moindre, vous avez trouvé un moyen pour qu'il soit moindre ou finalement en fait vous avez atteint ce degré-là et voilà, quels points limites ont été atteints et toute information de suivi d'animaux, etc., qui peuvent aider en fin de compte les comités d'éthique à prendre des décisions sur des projets similaires à l'avenir. Donc voilà, là apparemment ils vont s'entendre sur à peu près cette grille-là pour l'appréciation rétrospective. Cette appréciation rétrospective, elle permet aussi de remonter au ministère et de pouvoir faire des stats et de voir combien d'animaux ont été utilisés, quels sont le nombre de protocoles qui sont faits en France, avec quel degré de sévérité avéré, etc. Je reviens sur l'encadrement des pratiques par rapport au respect de l'animal et au raffinement des pratiques. Donc, je vous le disais, en 2015, ils ont refait l'animal est un être sensible, mais bon, dans le code rural, c'est justement le nom de L214 vient de cet article-là, l'animal est un être sensible. Et donc, vous avez un autre alinéa de l'article L214 qui dit qu'on n'a pas le droit d'exercer des mauvais traitements sur les aliments en activité et que donc les expériences scientifiques doivent être limitées au cas de stricte nécessité. Donc ça, c'est l'autorisation d'expérimenter, le DAB qui va vous le donner. Et puis, vous avez la promulgation de l'obligation de respecter les 3 R. Alors, les 3 R, c'est quoi ? Le remplacement, la réduction, le raffinement. C'est pour la protection des animaux en recherche. Le remplacement, c'est quand c'est possible. Si vous pouvez, pour la totalité de votre projet ou pour partie, développer des méthodes qui vous permettent d'éviter de remplacer l'utilisation d'animaux, à ce moment-là, c'est possible. Par exemple, alors un exemple qui m'a vraiment intéressé hier, ça peut être par exemple pour la formation, mais en fin de compte, c'est de simuler, par exemple, la localisation des ovaires pour des étudiants vétérinaires et le faire en fin de compte, alors avec du bricolage, une boîte, des espèces de bas, on met des trucs pour retrouver. On fait une espèce de mannequin qui simule un porc ou une vache, et donc comme ça, ou la tête d'un cheval, et comme ça, en fait, on peut manipuler, on peut apprendre à expérimenter, on n'a pas besoin d'avoir l'animal en vrai. Bon, en recherche, c'est pas tout à fait pareil, parce que mais ça dépend, ça veut dire on peut avoir des modèles informatiques qui peuvent simuler, on peut avoir des cellules, etc. Alors moi, je suis dans une discipline de comportement, ce n'est pas possible, parce que bon, voilà, la décision qui vient de tout, c'est l'output de tous les mécanismes physiologiques et neurologiques, donc forcément, moi, je vais avoir un problème pour passer à des méthodes substitutives. Mais bon, moi, je suis souvent hors champ. Mais voilà, en tout cas, il y a des possibilités pour certaines thématiques, ce qui n'est pas le cas de toutes les thématiques qu'on peut développer en recherche. Donc, il y a eu un rapport qui a été demandé
je ne sais plus quand, c'était il n'y a pas très longtemps, ça, c'est pas Villani qui l'a fait, ouais, c'est Villani qui l'a fait, donc ça doit être assez récent, 2019, pour savoir où on en était, ces alternatives de remplacement. Et vous avez tous les ans la LFDA qui remet le prix de biologie à Fred Kassler à quel scientifique ou quel labo qui a développé, mis au point ou utilisé une alternative à l'utilisation d'animaux pour l'expérimentation animale. La réduction, c'est-à-dire qu'il va falloir, dans un protocole expérimental, faire la balance, l'équilibre entre le nombre d'animaux pour avoir une puissance statistique suffisante, et donc faire qu'on n'a pas utilisé les animaux pour rien, et ne pas en prendre trop. Et donc ça, c'est un savant calcul de savoir combien vous avez besoin d'animaux pour être sûr d'avoir une diversité de réponses, pour être sûr d'avoir catché le phénomène, etc. Donc ça, c'est compliqué à faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on vous demande très en détail dans votre demande d'autorisation expérimentée et dans les demandes de financement. Il y a certaines fondations, certaines candidatures qu'on fait, des dossiers, où ça, c'est quelque chose qui est extrêmement développé. On vous demande de justifier et on peut même avoir besoin d'un statisticien qui va vraiment expliquer en quoi la puissance, tant d'individus, avec tant de mesures, avec tant de facteurs, en fait, fait que vous allez... Non, en tout cas, votre nombre de facteurs, ce que vous cherchez, etc., au bout du compte, combien d'animaux il vous faut. Il y a des fois où il faut vraiment justifier. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose... En fait, ça permet aussi de se poser la question. Parce que bon, on peut avoir une espèce d'automatisme. Bon, ben voilà, on m'a dit qu'il fallait que j'ai 30 individus pour que ce soit statistiquement viable. Posons-nous la question avant d'être dans un automatisme comme ça. Et enfin, le R de raffinement, qui sont en fin de compte l'amélioration des pratiques à la fois pour l'élevage, l'hébergement, et les procédures expérimentales pour diminuer la douleur, la détresse et améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins scientifiques. Et ça, que ce soit de la naissance à la mort, ça veut dire que même pour l'euthanasie, on euthanasie les animaux dans des conditions respectueuses de son bien-être et surtout de sa détresse, de sa douleur. Alors, il y a un site qui est très bien, qui s'appelle le NC3R, qui propose énormément de documentation, de petites vidéos, etc., sur l'amélioration, sur les procédures de raffinement, dont les procédures de welfare. Pourquoi ? L'ANSES, en 2018, a acté la définition du bien-être comme la suivante. C'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques comportementaux d'un animal ainsi que de ses attentes. Et attention, ce qui est important, on revient un petit peu à la définition de la conscience de tout à l'heure, c'est que ça varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. A été créé récemment, son directeur ne serait pas content, parce que je ne me rappelle pas la date, je crois que c'est 2018, non 2014. Le Centre national de référence pour le bien-être animal qui s'attache principalement aux espèces domestiques, mais qui maintenant va également prendre en charge le bien-être des animaux de la faune sauvage, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur des primates non humains, vous êtes sur de la faune sauvage et donc ça entre dans leur cadre. Donc le CNR-BEA va se saisir de questions sur de la douleur dans certains systèmes d'élevage, sur par exemple aussi la maltraitance par exemple des canidés, les seuils, etc., les bonnes procédures. Donc il y a plein de domaines dans lesquels le CNR peut s'auto-saisir ou peut être saisi et peut répondre aussi à des sollicitations de citoyens ou du gouvernement. Et très récemment, l'équivalent d'une NC3R anglais vient d'être décliné en France sous la forme d'un groupement d'intérêt scientifique, un GIS. Donc c'est la fédération... Oh, ça y est, j'ai un trou. La référence française pour toutes les questions relatives aux 3R. Donc la directrice vient d'être recrutée et donc vous avez de nombreux instituts de recherche qui participent pour qu'on ait des ressources en français qui soient disponibles pour tous, en toute transparence. Alors, moi j'ai réfléchi aux solutions. Ce n'est que l'aboutissement de mes réflexions et de mes discussions avec mes différents collègues. Et donc, je pense qu'il y a trois grandes directions à prendre pour améliorer, enfin en tout cas pour assurer l'avenir de la recherche expérimentale, donc qui est la formation, mais ça c'est la base à peu près dans tout, garantir le bien-être, comment on le garantit, et aussi
un dernier thème qui me tient à cœur, qui est la fin de vie des animaux de laboratoire et si possible leur sortie des laboratoires avec la réhabilitation post-expérimentale. Donc quand on parle de formation, je vais juste faire un petit rappel de la formation initiale qui est nécessaire pour faire de la recherche et de la formation continue qui est nécessaire pour continuer, en fin de compte, à se tenir au courant des nouvelles pratiques et des raffinements. Donc ça fait partie de la partie compétence de la Charte nationale portant sur l'expérimentation animale. Pour faire de la recherche, il y a deux obligations qu'on a, et ça très tôt dans le monde de la recherche, qui est à la fois si vous êtes juste en train d'appliquer une procédure expérimentale ou si vous êtes concepteur, vous devez suivre ces formations obligatoires pour avoir le droit d'expérimenter. Par exemple, alors j'ai rajouté un petit truc, c'est que quand vous faites un M2 de recherche et que vous êtes sur le terrain, en fait vous êtes en train d'expérimenter. Techniquement, vous n'avez pas le droit d'être seul. Vous avez besoin d'avoir avec vous un encadrant qui, lui, est titulaire du niveau d'autorisation expérimentée. Alors, dans la réalité, comment vous dire que ce n'est pas le cas? Donc, il est absolument... Et alors, quand vous êtes doctorant, encore plus. Résultat, moi, j'ai des doctorants qui ont fait leur formation en expérimentation animale en 3e année de thèse. Pourquoi? Il n'y avait pas de place. Et ça ne rentrait pas dans le programme expérimental. Pas dans le programme de thèse, on n'y arrivait pas. Donc, en fait, il faut l'intégrer dans les masters. Bonne nouvelle, Bordeaux, Poitiers, Angers, je m'en oublie un dernier, c'est pas grave, ont intégré dans le M2 le niveau autorisation, en tout cas utilisateur, voilà, pour appliquer les procédures expérimentales. Ça me paraît tellement évident. Donc il faudrait que ça se généralise. Et il y a plein d'écoles doctorales où ça n'existe pas. Donc, quand c'est l'école doctorale, c'est bien, ça fait partie de la formation doctorale obligatoire, mais quand ça n'existe pas dans l'école doctorale, ça oblige les gens à aller dans des organismes de formation continue. Ça coûte beaucoup plus cher au labo, donc ça fait partie aussi, si on n'a pas de sous pour envoyer son doctorant, sa doctorante, ben, ce sera pour l'année prochaine, où il n'y a pas de place, etc., où ça tombe en pleine manip, enfin en tout cas c'est compliqué. Donc ça c'est vraiment, on a un effort à faire, parce qu'en plus on est hors la loi si on ne le fait pas. Donc ça c'est la base. Après, tout au long de sa vie de chercheur, on a maintenant une obligation d'avoir un livret de compétences qui est tenu par normalement quelqu'un de la SBEA, qui recense, donc c'est individuel, et qui recense notre formation initiale, tout ce qu'on a pu faire comme formation spécifique à l'expérimentation animale, donc les formations dont je vous parlais, et en formation continue, alors que ce soit directement en suivant des formations ou vous avez du tutorat, vous apprenez une technique avec un collègue et donc il vous fait une attestation. C'est assez souple. Mais ce qu'on a maintenant, alors bon, c'est un minimum, hein, parce que 3 jours de formation tous les 6 ans, on ne va pas casser la baraque non plus. Donc je trouve que c'est pas très bien. Mais bon, ça c'est parce qu'au départ, il n'y avait rien. Mais rien, c'était la misère. Pour remplir les jours, on ne trouvait rien. Maintenant, il y a vraiment pléthore de possibilités. Donc, par exemple, voilà, le CNRS est beaucoup plus organisé en termes de formation. Donc, on a plein de possibilités. Alors, le Covid, merci le Covid, hein, tout se fait en ligne. Donc, on peut suivre plein de webinaires. Donc, ça, c'est pas mal. Mais bon, on n'est pas dans la pratique. Hein, donc, ça, c'est un peu un problème. Donc, vous avez plein de formations possibles avec du détail, par exemple, de la réglementation, parce que finalement, ça évolue, donc il faut bien se remettre au goût du jour. Donc voilà. Et vous avez, par exemple, pour les gens qui travaillent sur la faune sauvage qui n'est pas hébergée dans une animalerie expérimentale, il y a une formation très spécifique avec de la contention, de l'anesthésie sur place, du dérangement pour les animaux. Et donc on revient avec le niveau concepteur, le niveau utilisateur, enfin opérateur. Et donc ça c'est une formation que le muséum a montée et où on est de nombreux chercheurs à être soit titulaires, soit suppléants pour assurer cette formation qui est à la fois théorique et très pratique et qui va se faire sur une grande diversité d'espèces en fonction aussi du nombre de personnes qui assistent. Ça peut être oiseaux, amphibiens, petits mammifères, gros mammifères, etc. Donc ça c'est hyper important parce que ça a vraiment combler un vide qu'on avait par rapport à cette formation. Si vous n'allez pas vous mettre à capturer des animaux dans la nature sans avoir les compétences. Mais c'était un peu le truc, ça se passait de proche en proche. Alors là, maintenant, il y a une vraie formation. Et après, vous avez, par exemple, l'AFSTAL, donc l'Association française des sciences techniques du laboratoire, qui fait régulièrement des webinaires. Alors avant, c'était en présentiel, peut-être pas toujours. Et donc, qui sont la ComPrime, c'est-à-dire ça, c'est pour les primates. Il y a la ComAgri qui va traiter des questions, je vous en parlerai plus tard, des autres questions par rapport aux animaux de rente, aux animaux de production. Et donc, c'est, quels sont les raffinements des procédures. Ça permet aux gens d'avoir une veille scientifique sur ce qui se fait, sur les gens qui ont imaginé des procédures de raffinement, et donc ça permet d'améliorer ces pratiques, c'est l'idée. Et donc là, je voulais juste vous pointer la partie qui est recommandation sur le contrôle hydrique.
parce que c'est une collègue avec qui je travaille régulièrement qui a fait ça. En fait, il y a une connexion entre tout le réglementaire, etc. Et on a le Comité national de réflexion éthique en expérimentation animale qui va s'emparer de grandes questions qui sont des questions d'éthique sur la recherche d'expérimentation animale, pas forcément sur ces hymnes d'un citoyen, en tout cas, qui vont avoir le temps long de la réflexion, du groupe de travail, etc. C'est piloté par le ministère. Et par exemple, ce que ça a donné, c'était... Alors voilà, ça c'est les objectifs de ce comité national de réflexion. Et qui va rendre régulièrement des avis. Et donc là aussi, il y a une double tutelle, hein, les deux ministères, on les retrouve là encore. Et donc, c'est des recommandations pour les comités d'éthique qui du coup vont avoir des nouvelles informations pour proposer aux concepteurs de projets de changer telle ou telle pratique ou alors aussi à la SBEA. Donc ça, c'est hyper important. Et par exemple, voilà, ce qui a été rendu comme avis, c'est des recommandations sur le contrôle hydrique chez les primates non humains. En fait, les primates qui partent en manip, si jamais ils ont à boire ad libitum et que là, dans la manip, la récompense, en fait, c'est comment récompenser un animal pour qu'il réponde à la tâche et comment le motiver. Eh bien, un des moyens, c'est de le récompenser avec de l'eau parce qu'il a moins d'eau dans sa cage d'hébergement. Et l'idée, c'est que c'est quand même, ça peut être une source de stress pour l'animal. Et il y avait une pratique voilà, qui s'est répandue parce que c'était la culture dans les labos, par mes connaissances, qui fait qu'en fin de compte, voilà, c'était carrément pas automatique, mais bon, quand même, quoi. Ouais, c'est pas grave, c'est pour mettre un peu tout le monde aussi au même niveau. Bah oui, on va enlever l'eau, comme ça tout le monde a la même motivation. Bah non, vous réagissez pas du tout à la même façon. Moi, si on m'enlève l'eau, je meurs tout de suite. Donc voilà, il y a des gens qui sont des chameaux, moi non. Donc voilà, donc en fait, il y a des recommandations aussi pour que les gens, c'est pour qu'un truc qui est un réflexe, qu'on pose la question du réflexe. Est-ce que vraiment tu as besoin de faire ça pour ton animal? Ah bah peut-être pas. Mais il faut se poser la question. Et donc ça, c'est le genre de choses qui pose la question. Donc voilà. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre de choses. Et après, derrière, en animalerie, il faut aller vérifier si c'est appliqué. Donc, je reviens à la formation parce que j'avais un peu digressé. Dans les formations qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de pratiques. Ou en tout cas, pas beaucoup sur le comportement. Il va y avoir de la chirurgie, des trucs comme ça. Mais sur le comportement, c'est pas génial. Et donc, moi, j'insiste sur l'importance du training. Donc, c'est l'animal. Il faut l'amener à coopérer. Donc, il faut le stimuler. Ça va servir à renforcer le lien entre l'expérimentateur et l'animal ou entre le soigneur et l'animal. Au quotidien, on va arrêter de galérer pour faire passer un animal d'une cage à l'autre pour nettoyer. Et donc, ça a un intérêt partagé pour l'animal et pour l'humain. Et donc, on peut arriver, si vous êtes curieux, allez sur le site du NC3R et vous voyez comment, avec du clicker training, on entraîne un animal et on arrive, à force de récompense, et bien, en fin de compte, à ce qu'il aille dans une chaise de contention, à ce qu'il veuille bien se laisser transporter, etc. Et ça va même jusqu'à du medical training où l'animal, il va sortir la patte, et le membre, et on va pouvoir lui faire une prise de sang en vigile comme ça. Alors qu'avant, il fallait l'anesthésier, etc., ou le mettre en contention avec un stress énorme. Si jamais vous dosez le cortisol, c'est un peu limite. Vous avez intérêt de faire vite, avant qu'il monte. Et ben voilà, j'avais un film en plus. Mais j'avais un film avant avec du clicker training, et apparemment, il passe pas. Bon, désolé. Donc ça, vous pouvez trouver sur le site. Donc voilà, l'animal, il est installé, il est calme, donc il va être récompensé. Voilà, l'idée, c'est de maintenir l'animal le plus calme possible et de lui dire, ben voilà, c'est une expérience positive. Parce qu'après, ça va dans l'IRM. C'est intéressant d'avoir un animal vigile dans l'IRM, parce que vous pouvez lui poser des questions. Donc voilà, l'idée, c'est comment j'arrive à rendre un animal calme dans une situation qui, normalement, est stressante. Donc, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que la seule chose qui marche, c'est le renforcement positif, c'est la récompense. Mais oui, c'est pas grave, on peut lui donner des récompenses, ça va pas foutre en l'air la manip, ça va juste faire que votre animal il va être hyper coopératif. Ça va devenir un moment sympa. Son truc de la journée, c'est « Ah ouais, je vais aller manger ». Donc voilà, donc ça c'est hyper important parce qu'en fin de compte, quand vous avez du renforcement positif, la conséquence est agréable, ou alors vous pouvez faire renforcement où vous enlevez le truc agréable et donc du coup ça devient désagréable parce que vous avez enlevé un truc qui était en plus. Et en tout cas, vous allez avoir un effet positif sur la fréquence du comportement que vous pouvez obtenir. Si vous passez par la punition, c'est en gros, t'as pas fait ça, ben voilà, il y a un truc désagréable qui va arriver, je sais pas, une lumière,
une contention, etc. Alors que ce qu'on fait, par exemple, c'est-à-dire que vous avez un truc qui est désagréable et puis un renforcement négatif, c'est vous l'enlevez et donc après, l'animal il trouve ça bien. Mais bon, c'est pas la meilleure solution, quoi. Restons sur le positif et ça marche beaucoup mieux. Donc l'idée, c'est il faut que l'animal, il obtienne un truc qu'il aime. C'est ça le renforcement positif et c'est ça qui va le motiver. Mais on va essayer d'être le moins possible sur du renforcement négatif et sur de la punition. Voilà, on peut vraiment y arriver en étant positif avec son animal. Et en plus, c'est beaucoup plus gratifiant pour l'humain qui fait ça. Donc, par rapport aux effets, enfin aux conséquences de la punition et du renforcement positif, ben vous allez générer de la peur, de la résistance, des réactions agressives, du stress et surtout, absolument pas une amélioration des capacités d'apprentissage sur un animal que vous allez punir. Alors que si jamais vous utilisez du renforcement positif, votre animal il va avoir envie de venir travailler, il va coopérer, il va apprendre beaucoup plus vite et puis surtout, ils vont le faire tout seul. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sous pression pour qu'il fasse le comportement. Et surtout, vous allez aller beaucoup plus loin dans les questions que vous allez pouvoir poser à votre animal par rapport aux réponses qu'il va pouvoir produire. Parce qu'un animal qui est stressé et qui a peur, je vais vous dire, il ne va pas répondre grand-chose. Voilà, alors, derrière, on arrive à garantir le bien-être. Donc, le bien-être animal, c'est quelque chose de multifactoriel. Il suppose de bien connaître le comportement de l'animal, ses signes de bonne santé, mais surtout ses comportements. Et donc, il y a cette affiche qui normalement devrait être affichée dans tous les laboratoires, c'est good welfare, good science. Voilà, parce que bien évidemment, si votre animal n'est pas dans un état de bien-être optimal, vous allez avoir de la mauvaise science. En fait, il y a eu une étude en 2002, enfin il y a une synthèse qui a été demandée par la Commission européenne sur les conditions d'hébergement des primates par rapport aux conséquences sur la validité des études. Et en fait, l'analyse elle disait que depuis les années 70, toutes les études qui avaient été faites, elles avaient été faites dans des conditions qui font qu'on n'était pas sûr de la validité des résultats. Ça fait quand même beaucoup de gâchis. Donc voilà, donc ça se pose vraiment le lien entre welfare et entre validité des études se pose vraiment et c'est indispensable de faire comprendre aux utilisateurs qu'il faut que l'animal soit bien dans sa tête pour qu'on soit sûr des résultats qu'on obtienne. Parce que par exemple, au niveau basal, les animaux peuvent être stressés. Si jamais par exemple vous testez des molécules, des neurotransmetteurs, des molécules qui vont agir sur des neurotransmetteurs, ben vous savez plus ce que ça donne en fait. C'est ça le problème. Donc, avant, c'était juste, on avait juste la bonne santé pour dire l'animal va bien. Non, on dépasse largement ce cadre si jamais on veut être dans une approche moderne du bien-être animal, on est dans la satisfaction des besoins de l'animal et on va encourager les expériences positives pour encourager les émotions positives. Donc, il y a un gros programme de recherche qui a été développé pour les animaux de rang qui s'appelle Welfare Quality, qui est basé sur 4 domaines plus 1, qui sont la bonne alimentation, la bonne santé, l'environnement correct, l'hébergement et le comportement adapté. Et de tout ça, vous allez derrière, comme vous ne pouvez pas évaluer l'état mental, en fait, vous allez l'extraire, le déduire de toutes les autres composantes. Donc voilà. Donc après, ça a été fait, chez des espèces de rentes. Donc des animaux de production pour les élevages, pour vérifier le bien-être en élevage, sur des poules, sur des bovins, des ovins et des cochons. Et donc moi je suis également, comme disait Léa, présidente d'une association qui a pour objectif de promouvoir le bien-être animal dans plein de domaines, mais en recherche expérimentale. Et donc on a développé avec le cabinet d'études à Congo, dont la créatrice est aussi une des fondatrices d'Ethosphère, même si le monde est petit. On a décidé qu'on allait créer un protocole d'évaluation du bien-être pour les primates sur la base du protocole AWIN qui avait été développé, c'est Animal Welfare Indicator, et nous on a développé le Primate Welfare Indicator. Donc notre objectif c'était de créer un outil facile d'utilisation pour que les utilisateurs se l'approprient, de vraiment le mettre en commun, c'est-à-dire de le partager avec les utilisateurs, mais aussi de bénéficier des retours des utilisateurs si jamais ça ne marchait pas. Et tout ça, c'est dans une démarche de progrès, c'est-à-dire qu'en fait, on évalue, on fait d'autodiagnostic, et après, on va améliorer ses pratiques, puis après, on se réévalue, etc. Et tout, dans un souci de progrès. Donc, nos indicateurs basés sur la littérature, sur les synthèses qui existent, il n'y avait pas de protocole qui existait, donc on a pris juste les synthèses qui expliquaient quelles étaient les meilleures conditions de vie pour les animaux et basé sur les éthogrammes des espèces. On a élaboré un questionnaire pour tous les points plus
On a ajouté aussi de l'observation de l'animal. Ça, c'est vraiment hyper important d'avoir une partie observation, surtout sur les comportements stéréotypés. Et donc, on a un questionnaire, on a tout fait en ligne, en fait, enfin sur une appli. On a 4 catégories de questions qui correspondent à bon hébergement, bonne alimentation, santé et comportement de base. Et après, on a une observation de l'animal où l'utilisateur n'a pas besoin de connaître, d'avoir sa fiche avec ses comportements. Ils sont référencés là. Quand il clique sur une des catégories, il y a la liste des autres comportements qui arrivent. On a essayé de faire que ce soit le plus facile d'utilisation possible. Et après, on peut consulter les résultats, savoir quel animal va bien, quel animal ne va pas. C'est-à-dire, par exemple, un animal qui va, par exemple, pas du tout être impliqué au niveau social avec ses congénères, c'est qu'on a un problème de fonctionnalité du groupe. On va avoir des pistes d'amélioration. On va avoir au niveau global comment sont à peu près tous les animaux sur les différents domaines dans l'animalerie. Et puis, on va avoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer. Donc tout ça pour que ce soit facilement fait. Quand on est en train de remplir l'appli en ligne, on n'a pas les scores, parce que c'est multifactoriel pour chaque catégorie, mais pour ne pas influencer l'utilisateur qui est en train, l'évaluateur. Donc voilà, pour le bien-être, en fait, il y a plein d'outils qui existent. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément utilisés, ou en tout cas qu'ils ne sont pas communs. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver, en fin de compte, à avoir une évaluation qui va être la même partout pour qu'on puisse atteindre le même degré de bien-être animal. Et enfin, j'en arrive à la réhabilitation post-expérimentale. Donc, dans la directive, il y avait une piste qui était sur la possibilité de rehome les animaux de laboratoire, qu'on a appelé le 4e R, qui est donc un placement des animaux. C'est recommandé dans la directive. Quand c'est recommandé dans une directive, généralement, celle d'après, ça devient obligatoire. Donc moi, j'essaye de sensibiliser tous les laboratoires à ça. Donc, pourquoi envisager la retraite des animaux? Donc, on est carrément dans le cadre du One Health, c'est-à-dire que c'est le bien-être des animaux, mais c'est le bien-être des travailleurs. Quand quelqu'un a travaillé avec un animal pendant longtemps, il ne faut pas croire que ça l'amuse d'aller le tuer, surtout s'il n'y a pas besoin pour nécessité expérimentale. Si la fin du protocole n'est pas l'euthanasie, pourquoi est-ce qu'on va euthanasier un animal? C'est dans la continuité 3R, ça valorise la démarche scientifique. C'est une responsabilité éthique, c'est légal, c'est encadré. Et pour moi, ça favorise les dialogues entre la recherche et la société. Donc, on peut obtenir dans un laboratoire le logo, le label de la réhabilitation. Tous les animaux ne sont pas réhabilitables. Il faut que l'animal soit sain. Il faut qu'il ne présente pas un danger ni pour ses congénères et pour l'humain. Il ne faut pas que ce soit un animal transgénique. Et je ne sais plus, je crois que j'ai oublié un point. Je suis désolée, mais je l'ai peut-être marqué quelque part. Voilà. Et il faut qu'ils soient dans un état de bien-être acceptable. Et après, se pose la question des structures aussi et de comment vont être ces animaux. Donc ça, c'est 2 animaux qui ont été réhabilités. L'association qui sort les animaux, qui s'occupe de toute la partie administrative, c'est une association qui s'appelle le GRAL, c'est le groupement de réflexion sur l'animal de laboratoire. Donc eux, ils veulent systématiser la sortie des animaux de laboratoire et ils en font une question d'éthique, de morale, de respect, de valeur de progrès. Et ça, on partage tout à fait leurs objectifs. Il y a une autre association qui fait ça qui s'appelle White Rabbit, qui est plutôt concentrée sur les rongeurs et sur les lapins de laboratoire. Mais il peut y avoir, par exemple, il y a beaucoup de chiens en recherche et donc il y a pas mal d'adoptions de beagles suite à l'expérimentation animale. Quand le Graal a commencé, à un moment, l'Académie vétérinaire et l'Académie de médecine leur a dit « Ok, d'accord, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous nous garantissiez que quand vous sortez un animal, il soit mieux après qu'avant. C'est pas la peine de sortir un animal quand il n'est pas bien après. » Et donc, elle est venue nous chercher, nous les éthologistes de la Société française pour l'étude du comportement animal. Et donc, j'étais présidente à l'époque et moi, j'ai vraiment posé la question et aux membres du conseil d'administration, mais aussi à tous les membres de l'association, s'ils étaient prêts à s'impliquer. Parce qu'à un moment, il fallait faire un réseau pour aider au suivi des animaux. Et donc, voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment soutenu la généralisation de cette démarche de réhabilitation. On disait que les éthologistes étaient hyper importants, ils étaient vraiment pivots dans cette démarche puisqu'ils allaient évaluer le bien-être des animaux dans les nouvelles structures. On estime qu'on est bien placé parce qu'on est des chercheurs, mais en même temps, les associations de défense animale, on est fréquentable parce qu'on est des éthologistes. En fait, on peut faire le lien et donc on trouve que c'est hyper important de s'impliquer là-dedans. Et surtout, la SLECA, c'est une société qui a des jeunes étudiants qui viennent régulièrement dans des colloques annuels. Je vous encourage à venir, c'est toujours très sympa et très formateur. Et ce qui fait qu'en fin de compte, on peut disséminer cette culture très tôt dans la vie des jeunes chercheurs.
Alors, pour les chercheurs, c'est un peu plus mitigé dans l'ensemble des laboratoires. Alors, au départ, c'était carrément méconnaissance. Ah, mais non, mais c'est interdit, on n'a pas le droit de sortir un animal de labo. Bah, si, on peut sortir un animal de labo, il n'y a pas de problème. Il y a une démarche tout simple, mais c'est autorisé depuis de nombreuses années. Donc, ça commence à émerger. Mais bien sûr, il faut des garanties quant au devenir des animaux réhabilités, parce qu'il faut vous engager votre responsabilité de chercheur en sortant l'animal, parce qu'il faut que derrière, il y ait des billes. Et bon, pour le chercheur, c'est vous ne gardez pas l'animal dans l'animalerie qui ne sert à rien et qui coûte de l'argent, et vous ne payez pas une euthanasie. En tout cas, c'est moins cher de le sortir, enfin, théoriquement. Donc, dans la révision éthique, ça va arriver, on commence de plus en plus à parler de ce 4e R. Je pense vraiment que, vu la pression de la société civile, c'est quelque chose qui va arriver dans la prochaine directive. Et dans les comités d'éthique, vous avez des comités d'éthique qui maintenant demandent quel est le devenir de vos animaux post-expérimental. Et donc, c'est très encouragé. Alors, on a des vrais freins à la généralisation de la démarche, le financement. Il n'y a pas d'argent. Un animal que vous sortez, il va vivre un certain temps. Par exemple, pour les primates non humains, c'est une catastrophe. Un animal, il va sortir entre 7 et 15 ans. Un macaque, ça vit jusqu'à 35 ans en captivité. Aux États-Unis, il y a des sanctuaires qui existent. Vous arrivez, j'ai X animaux, il a tel âge, il me coûte tant par jour, il va vivre tant de temps, et on fait le chèque. Voilà, en France, on ne fait pas le chèque. Ce qui fait que vous pouvez avoir des structures d'accueil quand il y a un chèque. Quand il n'y a pas de chèque, vous n'avez pas de structure d'accueil. Donc voilà, c'est un peu le chèque qui se prend l'accueil. Et donc derrière, le problème, c'est vous sortez ces animaux, et pour certains, ces animaux sociaux. Et si les animaux ont été désocialisés très longtemps, derrière, il y a la difficulté de resocialiser les animaux, parce que moi, personnellement, garder un animal social seul dans une cage pour toute sa retraite, ça en a pour 20 ans, voilà, je ne trouve pas que ce soit hyper éthique. Voilà, tout le monde ne partage pas ma vision, moi, c'est ma vision. Donc, clairement, à un moment, il va falloir mettre des sous. Voilà. Il va falloir les intégrer dans les demandes de financement. Moi, j'estime qu'un projet où on dit qu'on va réhabiliter les animaux, je pense qu'il a plus de chances de passer si jamais il y a une évaluation éthique du projet, à 2 projets équivalents. Moi, je prends celui qui demande des sous pour réhabiliter les animaux. Et je pense qu'à un moment, l'État, les tutelles, il va falloir qu'ils s'attellent au problème, quoi, parce que quelque part, c'est dans nos budgets aussi qu'il faudrait que ça apparaisse. Les structures d'accueil, il y a très peu de structures en France. Donc, il y en a 4. Et il y a des chances que celles-là disparaissent dans très peu de temps. Donc voilà, on n'est pas très bien parti, alors que des gens qui veulent créer des sanctuaires, c'est tous les jours. Hein. Il y a plein de gens qui ont envie de faire ça, mais bon voilà, après c'est comment on survit si jamais on n'est pas un zoo, si on n'a pas de visiteurs, comment on fait. Voilà, élever des animaux, ça coûte cher. Alors, fin 2016, on est plusieurs éthologistes, que des femmes et des personnes soucieuses de l'éthique animale. On a décidé de créer une association scientifique, pas une association de défense animale, qui s'appelle Ethosphère, pour faire le suivi scientifique des réhabilitations, mais préparer aussi en amont des sorties la socialisation des animaux au sein des laboratoires et plus globalement conseiller les structures dans un objectif d'amélioration du bien-être. C'est pour ça qu'on a développé par exemple le protocole PWIN. Et on est en train d'ajouter une dernière corde à notre arc, on va faire de l'initiation à l'éthologie pour les petits, parce qu'on pense qu'il faut les prendre très très tôt, plutôt qu'ils caressent les animaux, plutôt qu'ils donnent à manger ou plutôt qu'ils agressent les animaux, on va leur apprendre à observer les animaux. Et ça marche très bien, et on espère que, comme toute bonne diffusion de l'information, ça remonte par les parents et qu'on puisse un petit peu agir sur la société. Donc voilà, et il y a plein de professeurs des écoles qui nous suivent sur cette idée. Donc les resocialisations, je crois que j'ai un petit film ici. Voilà, ça c'est un mâle et une femelle qu'on a mis ensemble, voilà, qui étaient isolés tous les deux. Elle partait dans tous les sens, et lui, il avait pas mal de comportements stéréotypés. Voilà, ça c'est très peu de temps après qu'on les ait mis ensemble. On a fait des groupes aussi, on les met dans différents endroits. Enfin voilà, en tout cas, on a développé un protocole, voilà, où on fait, d'abord on les met à travers un plexiglas, après ils ont le droit de se toucher à travers une grille, ils mettent les doigts, et au pire on perd un doigt, mais au moins on peut évaluer en fonction de la diminution des interactions agressives que finalement on va pouvoir les mettre ensemble. Et après on fait le crash test, on ouvre. On respire pas. Bon, si vous voulez voir sur le site d'Ethosphère une petite vidéo, on est en train justement de mettre Jackie et Dexter ensemble. Voilà, moi je suis en apnée tout le temps, etc. Et il peut arriver des fois où, généralement c'est 30 secondes, hein, au bout de 30 secondes, enfin non, dans la première minute,
Et la dernière fois, il nous est arrivé à 49 secondes où c'est parti, etc. Mais après, ça se règle. Donc voilà, normalement, c'est bon. C'est-à-dire que si on a bien fait attention avant, ça ne peut pas mal se passer. Bon, après, l'idée, c'est de surveiller derrière et de voir que ça se passe bien. Mais donc voilà. Mais si jamais on a des animaux qui sont hyper désocialisés, bah, c'est compliqué. On a un, ça faisait 10 ans qu'il était seul. Voilà, ça a été compliqué. On l'a mis avec un mâle, ils n'ont en fait jamais été en contact. Et donc après, on a mis une femelle. Ça a été très compliqué, même avec une femelle. Généralement, les couples, ça marche bien. Mais ça a mis beaucoup de temps pour qu'il accepte qu'elle soit à côté de lui. Alors en plus, voilà, la femelle, elle ne comprenait pas pourquoi c'était pas possible. Enfin, voilà, c'est vraiment désocialiser les animaux, c'est un vrai problème. Hein. Donc pour moi, la réhabilitation, c'est un vrai vecteur de réconciliation entre la recherche et les citoyens, parce qu'on est dans le respect de l'animal, et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut avancer ensemble, et nous, on respecte nos animaux, et que ce soit des espèces domestiques, des espèces sauvages, etc. En tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment hyper important. C'est pas forcément l'avis de certains de mes collègues, hein, je ne fais pas de la dénonciation, mais on a assisté à un séminaire, et il y a très longtemps, l'INRAE était hyper avancé. On avait un intranet, dedans on disait voilà, je veux sortir tant d'animaux, donc on est sur des ovins, des caprins, on a des chevaux éventuellement, des bovins, des oiseaux, etc. Et donc c'était, on mettait voilà, j'ai tant d'animaux à sortir, je vais le faire moi-même, près de, par exemple les beagles, ils sont adoptés généralement par des familles, ben voilà, je vais le faire avec des propriétaires privés, etc. Et c'était soumis à autorisation par le président de centre, la présidente de centre. Et là maintenant, on repart à zéro. Alors en fin de compte, pourquoi ça avait été si encouragé? C'est parce qu'à un moment, même un animal témoin ne pouvait pas retourner dans le circuit alimentaire. Donc à ce moment-là, c'était plus cher que de payer les carissages. Moi, je m'en moque. L'important, c'est qu'on sorte les animaux, que ce soit pour des raisons financières, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on les sorte. Sauf qu'apparemment, la loi a changé, ça a assoupli, et donc du coup, on peut ressortir les animaux. Et donc, en fin de compte, dans ce séminaire, quand même, on parlait de la réhabilitation des animaux de production pour que ça prenne. Ben, j'ai été atterrée. Et d'ailleurs, Sandrine Bruyas du ministère, elle était autant que moi, je voyais sa tête. On n'a qu'à les remettre dans le circuit alimentaire. Ben, on n'a qu'à le remettre dans le circuit alimentaire, et ça revenait en boucle. Ok, bon, bah, je pense que ça, c'est pas bien. Je pense qu'on va pas dans la bonne direction et je pense qu'à un moment, il va falloir voilà, secouer le cocotier. Bon, voilà, en tout cas c'est pas encore complètement intégré. On a pas mal de critiques et on est beaucoup à soutenir la démarche, mais voilà, on a peu de moyens, donc c'est compliqué. Donc, juste un dernier point, parce que je suis hyper longue, je sais, c'est il y a pas mal de gens en recherche qui vont aussi dans la direction de la protection animale, du respect, etc., et qui aussi amènent des billes par le grand public. Donc, par exemple, Romain Spinoza, il fait des choses assez intéressantes. Il a dit qu'en fait, on pouvait mettre en œuvre des mesures qui coûtaient pas cher pour favoriser le bien-être animal. Et dedans, voilà, c'était génial parce que comme c'est un économiste, il a chiffré. Et donc, par exemple, c'était des cours d'éthique animale dans les cursus scolaires. Je trouve ça hyper intéressant. Mais ça va être, par exemple, ce qui a été voté dans la loi de maltraitance animale, interdire la reproduction, l'acquisition des orques, dire ce que ça coûte, quoi. Et par exemple, dans les comités d'éthique, mettre des gens spécialistes des méthodes alternatives pour conseiller. Donc voilà. Donc je trouvais que c'était hyper intéressant la contribution de Romain Spinoza. Et en plus, il l'a fait avec des étudiants de Sciences Po de Paris qui sont délocalisés à Nancy. Je trouve vachement bien aussi d'impliquer les gens, des jeunes dès le départ. Il y a un master qui s'est développé qui traite du droit de l'animal, de l'éthique animale. Et il y a aussi des DU ou des certificats de droit animalier. Donc ça bouge aussi en termes de formation. Donc je trouve que... Et ça c'est des enseignants-chercheurs hein, qui s'impliquent et qui montent ces formations. Et hier, il y avait un poster vachement bien. C'est qu'en fait, dans les TP de l'école Veto, eh ben, on utilise des animaux. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'appliquer les 4 R du début à la fin. Donc en fait, on fait du raffinement, on fait de la réduction... Et on se préoccupe du bien-être, et derrière, on replace les animaux. Et ils l'ont fait pour des rats, et puis il y avait un autre poster qui était sur les lapins. Et j'ai trouvé ça génial, et du coup, il disait vers un 5e R, qui serait le R de responsabilité, qu'on a aussi dans la Charte nationale d'éthique. Donc j'ai trouvé que la démarche, elle était super, de dire, ben voilà, c'est important. Alors moi, j'ai des collègues, hein, comme ça, qui réhabilitent les souris qui servent dans des TP de neurosciences. Mais en fait, je trouve génial que ce soit les étudiants qui s'occupent finalement de réhabiliter les animaux sur lesquels ils auront travaillé. Donc voilà, comme ça, le pli est pris dès le départ.
Alors après, vous avez aussi des rencontres interdisciplinaires où on se pose des questions, en effet, sur l'animal, sur son statut, sur le dialogue entre l'éthologie et l'éthique animale, mais aussi sur, pareil, les questions de société avec le véganisme, etc. Donc il y a de plus en plus ces sujets-là. Ce n'est pas que des sujets dont la société s'empare, la communauté aussi s'en empare. Et nous, par exemple, on a organisé cette année, ça devait être en 2020, mais avec le Covid, on a reporté le colloque, on a fait un symposium éthologie, éthique et droit de l'animal, parce que moi, il m'arrive régulièrement de travailler avec quelqu'un qui est en droit de l'environnement, et c'est hyper fécond. En fin de compte, je pensais qu'on ne pouvait pas dialoguer, et en fait, on a plein d'intérêts communs, et on est très complémentaires, et on arrive à parler un langage commun, ce qui n'était pas évident au départ. Et donc, dans ce symposium, en fin de compte, on s'est vraiment intéressé à l'éthique dans l'expérimentation animale, mais on a aussi discuté des animaux de production, de travail et de loisirs, et en expliquant aussi que l'éthologie, c'était fondamental si on voulait avancer dans l'évaluation du bien-être et dans le respect de l'animal. Voilà, parce que souvent, en fait, on n'est pas au cœur de ce process. Et ça, c'est hyper important. Et les juristes, eux, ils s'intéressent beaucoup sur la réparation du préjudice que subirait un animal en travaillant. Et d'un autre côté, on a la société civile qui met la pression sur le législateur. Donc les juristes, c'est hyper important qu'ils puissent participer aussi à ce débat sur la réparation. Donc voilà, on avait des différentes conférences où on présentait les outils qui existaient et donc ces réflexions et donc aussi la question du spécisme par un collègue de Nanterre. Voilà. Et toutes les vidéos sont disponibles si ça vous intéresse d'y accéder. Voilà. On était très contents et on va recommencer cette année un autre symposium. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vraiment pour cette évolution des mentalités, l'éthologie, c'est indispensable. En fait, tous les défenseurs de la cause animale, ils se basent sur ce qu'on, nous, éthologistes, on a démontré avec la conscience, avec les capacités cognitives, avec la capacité à ressentir la douleur, à ressentir des émotions. Et donc, en fait, ils utilisent les arguments issus de la recherche pour défendre et contre la recherche. Donc, à un moment, c'est hyper important que nous, on puisse être associés à l'amélioration des pratiques. Donc, on pense que c'est hyper important et on pense qu'on a un rôle à jouer pour sensibiliser l'ensemble de la communauté scientifique. Je reviens juste rapidement sur cette histoire de débat entre science et société avec cette question de protéger les animaux. Moi, je renvoie la question à la société civile. La question qu'elle pose à la recherche animale, à expérimentale, quid des animaux au travail? Quand je parle d'animaux au travail, je parle des chiens guides d'aveugles qui sont complètement contraints. Un chien guide d'aveugle, il n'a pas le droit d'exprimer ses comportements puisqu'il est au service de l'humain. Non, mais il existe des robots. Mettons un robot avec un aveugle et mettons-lui un chien pour lui tenir compagnie. Mais trouvons une solution. Mais on ne pose pas la question. Ben non, on ne va pas poser la question. On attaque le handicap humain. La médiation animale, on utilise des animaux pour soigner l'humain. Moi, j'enseigne en licence APAS des gens qui font de l'équitation adaptée, qui sont des cavalières. Je leur apprends à dire, vous avez un animal, vous avez un usager, vous êtes là en tant que coach, mais faites attention à votre animal. Il faut qu'il soit bien pour faire le bien. Et votre animal, il faut que vous soyez capable de décoder son comportement, de savoir s'il va mal, et surtout pourquoi, pour assurer la sécurité. Si votre animal il pète un câble, c'est un cheval, on va faire moyen avec quelqu'un sur le dos qui ne tient pas bien. Donc voilà, ça c'est des questions qui se posent, et donc ça c'est des questions que je pose à la société. Et un autre sujet qui me tient à cœur, et c'est le début de la thèse, de mon étude de thèse, c'est les gens qui vont signer les pétitions pour les poules en cage, tranquillement, ils vont au centre équestre, ils ont leur cheval qui est bien tranquille dans un box, et ils vont le monter. Ok, ça vous pose, c'est un animal social. C'est comme si on vous mettait dans des toilettes 20 heures sur 24 et on vous sort pour aller bosser. Ça pose problème à personne. Donc non, ça ne va pas. Donc nous, on a créé un dispositif pour favoriser les contacts sociaux parce qu'on sait qu'il n'y a pas forcément de paddock, pas forcément de pâture, etc. Mais ce qui fait que les animaux peuvent avoir des interactions quotidiennes, c'est en toute sécurité. On prend en compte le problème de la gestion du temps pour les utilisateurs, pour les gestionnaires, etc. Mais en même temps, on est allé vérifier avec des juristes et il y a un master de droit de l'environnement qui travaille là-dessus. La loi, elle oblige à héberger les animaux en groupe social, sauf qu'elle n'est pas appliquée. Donc nous, on a écrit un article de loi. Alors on l'a envoyé à tous les députés possibles imaginables, on est tombé au mauvais moment. Et puis là, on a raté le coche. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est qu'une question de temps, nous y reviendrons. En tout cas, cette question-là, moi, je la pose aussi à la société civile, qui à un moment doit aussi s'interroger sur ses propres pratiques. Et j'ai fini.
Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je remercie énormément Perrine et Léa de m'avoir invitée parce que vraiment j'avais envie de passer ce message. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention.